En Belgique, BPAX ASBL, en partenariat avec BAMCO ASBL, mène un projet de soutien à l'entrepreneuriat chez les jeunes d'origine africaine. Néanmoins, pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes afro-belges, il faut comprendre leurs difficultés, promouvoir de nouveaux dispositifs pour les aider et les accompagner. Dans ce cadre, on cherche à voir ce qui se fait ailleurs, notamment ici au Québec, et surtout quel impact les différents dispositifs publics ou privés ont sur les jeunes de 18 à 35 ans. Bonjour, je m'appelle Orphanie Bégon-Leroy et je suis la fondatrice de la compagnie Les Poupées d'Or. Bonjour, je m'appelle Shakouma Wage, copropriétaire de l'entreprise Smartegie, Chokumar et Rollsboard. Bonjour, mon nom est Michelle Jean-Jacques, je suis coach fitness, fondatrice de MJJ Fit Factory, également chef pour Taste le Goût. C'est un service de repas gourmet pour bien manger. Bonjour, je m'appelle Guy Mouchagalousa Chigo, galériste à Espace Mouchagalousa. Merci. Mayamba Luboya, directeur fondateur de l'école de langue africaine et la Jumbo. Calvin Perlis, copropriétaire de Solutions Mobilières Breneka et de Centrale Bergame. Mon nom est Kyria Gilisen Rose. J'étudie en naturopathie pour devenir docteur naturopathe. Es-tu né au Canada? Oui, je suis née au Canada. Non, je ne suis pas né au Canada, je suis arrivé à l'âge de 19 ans dans le cadre des études. J'étais à l'Université de Montréal puis à HEC Montréal, puis ça fait maintenant 5 ans que je suis là. Non, je ne suis pas née au Canada. Je suis venue ici, j'avais 1 an et demi. 1 an et demi, je suis venue avec mes parents, ma maman. Mais je me considère quand même haïtienne, Okay, malgré tout ça. Je suis d'origine haïtienne, donc, mais non, je ne suis pas née au Canada. Non, je suis né à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. D'accord. Ça fait combien d'années que vous êtes au Canada? Ici au Canada, je suis ici depuis 25 ans maintenant. Oui. Non, je ne suis pas né au Canada, je suis né en Afrique. Où ça exactement? Je suis né au Congo, D'accord. République démocratique du Congo, le Congo Kinshasa. Oui, je suis né à Montréal. Non, je ne suis pas née au Canada, je suis née en Belgique, à Bruxelles. Et je suis venue au Canada à l'âge de mes 20 ans. D'accord. Quel âge as-tu présentement? 25. Depuis quel âge es-tu entrepreneur? J'ai commencé en fait il y a tout juste 3 ans. Donc ce n'est pas quelque chose que j'ai toujours fait de toute ma vie. En fait, j'ai été à l'école, j'ai eu un parcours quand même assez normal jusqu'à ce que je remarque ce manque-là et que j'ai fait un peu de recherche et que je me suis juste lancée. Waouh, c'est une très bonne question parce que mes parents vont pas me laisser mentir. C'est depuis que je suis tout petit que j'essayais de vendre des trucs à tout le monde. Je confectionnais moi-même des choses. Mais je peux pas te donner un âge vraiment, mais je sais que c'est vraiment à partir de 16 ans que j'ai monté ma première entreprise au Sénégal où on vendait des t-shirts. Donc je me réveillais le matin, j'allais faire les t-shirts, je les ramenais. J'allais à l'école, au lieu de mettre des cahiers dans mon sac, je mettais vraiment des t-shirts pour aller les vendre à mes collègues. Puis depuis, je pense que j'ai jamais arrêté d'essayer d'entreprendre. Depuis quel âge je suis entrepreneur? Je suis entrepreneur depuis, je pourrais te dire, l'âge de 22 ans. 22 ans. Moi, anciennement, j'étais couturière. Je faisais des vêtements. Donc, j'ai commencé dans le textile, dans la mode, en fait. C'est comme ça que j'ai commencé. Avec cette forme d'entreprise ici, ça fait depuis 2010, donc ça fait 7 ans. Mais avant, j'ai déjà eu d'autres entreprises, mais celle-ci, Espace Mouchagalousa, donc ça va bientôt faire 7 ans. Mais à l'espace ici, ça fait 3 ans, bien de fêter notre 3e anniversaire de l'espace Mouchagalousa dans sa forme actuelle. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 12 ans. D'accord. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 12 ans, ouais. Depuis l'âge de 22 ans. Ok. J'ai 29 ans aujourd'hui. D'accord. Alors ça fait environ 7 ans. Pour parler de ma compagnie Les Poupées d'Or, c'est une compagnie qui se spécialise dans la fabrication de poupées ethniques, donc de poupées de couleur. Alors ce que je fais en ce moment, c'est que je personnalise des poupées, je leur donne des cheveux afro, des locks, des tresses et je refais aussi leurs vêtements pour leur donner une allure plus afrocentrique. Alors ce besoin, cette compagnie en fait est née lorsque j'ai remarqué le manque qu'il y avait sur le marché
de jouets, de poupées mis à la disposition des petites filles et j'ai remarqué que les poupées ne les représentaient pas. Donc, j'ai pris ça comme mission donc, de personnaliser des poupées et à long terme, mon but, c'est de faire ma propre poupée, de la fabriquer, de l'emballer et de la distribuer à l'échelle internationale. Bah, la première entreprise, Martégie, c'est vraiment tout, ça rallie vraiment tout ce que j'aime, si je peux dire ça comme ça. Quand j'étais plus petit, je voulais être informaticien. Puis on a mis en place une entreprise qui nous permet de faire de la conception web, de la création de contenu, donc tout ce qui est photos, vidéos, logos et aussi les réseaux sociaux, là où j'ai vraiment essayé de me spécialiser. Après l'expérience que j'ai eue avec Rollsboard, qui était une entreprise où on vendait des scooters électroniques. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'ayant un e-commerce, donc une boutique en ligne, le problème c'était vraiment la visibilité. On avait tout setup, on avait les fournisseurs et tout, mais on ne réussissait pas forcément à aller atteindre les gens qu'on voulait vraiment, qui étaient notre clientèle cible. Donc j'ai appris de moi-même, j'ai commencé à offrir des services de gauche à droite en fonction de ce que j'avais réussi à faire avec mon entreprise. Puis de là, beaucoup de gens ont commencé à me contacter, puis j'ai juste décidé de monter ça en entreprise. En fait, moi, je suis coach en fitness. Je suis certifiée. J'ai une compagnie qui s'appelle MJG Fit Factory. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est vraiment de motiver les gens à avoir une bonne vie, une bonne hygiène de vie au niveau du sport et au niveau d'alimentation. Et je suis également chef pour une compagnie qui s'appelle Teslugu. Ce qu'on fait, c'est vraiment de la nourriture hebdomadaire pour les gens qui ont besoin de bien manger, qui n'ont pas le temps de bien manger, ou souvent pour les aînés. Les aînés, beaucoup, parce que c'est un service qui commence à grandir de ce temps-ci. Oui, alors Espace Mushagalo, ça c'est une galerie d'art ou plutôt un centre culturel. J'aime à dire que c'est un lieu qui a une âme africaine, mais un esprit universel. Donc ici on présente les arts traditionnels d'Afrique, mais aussi les œuvres qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Mais on présente aussi des jeunes artistes, des artistes émergents. Et voilà quoi, donc c'est un dialogue entre les arts traditionnels d'Afrique, mais aussi de l'art contemporain de partout. Voilà. Ouais, donc la Jambo, c'est la première école de langue africaine au Canada. Ce qu'on fait, c'est que on donne des cours de langue africaine. Au-delà de ça, on essaye vraiment de pousser la culture africaine au Canada, ici à Montréal. Donc le but, c'est les Africains, d'abord, qui sont nés ici, les Africains de deuxième génération, leur apprendre les langues de chez eux, la culture de chez eux. Et c'est aussi les non-africains, les Québécois, les Asiatiques, peu importe, leur vendre cette culture d'Afrique là, à travers les langues. Et dans les prochaines années, on essaie d'aller plus loin que les langues. Ok, quelle langue offres-tu à l'école? On offre pour l'instant le Lingala, le Swahili, le Bassa, le Kikongo, le Chiluba, le Wolof, le Bambara. Ok, et tu parles toutes ces langues-là? Oui, non. Non, je ne parle pas toutes ces langues-là. Moi, je parle à peu près 5 langues, mais je ne parle pas toutes ces langues-là. C'est ça, Solution Immobilière Breneka, c'est une entreprise immobilière. C'est à but d'aider les personnes qui ne peuvent pas qualifier pour acheter des propriétés. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On achète les maisons pour eux, on les loue et après on les revend quand ils peuvent qualifier. Alors on fait une petite marge de profit avec le prix de revente. Et aussi on fait des prêts privés, des choses comme ça pour aider les nouveaux arrivants au Canada à habiter dans une propriété qu'ils ne peuvent pas habiter aujourd'hui, mais ils peuvent habiter dedans et on est propriétaire. Le temps qu'ils s'arrangent le crédit, ils se bâtissent une historique de crédit pour qu'ils puissent qualifier avec une banque conventionnelle. Et l'autre compagnie, c'est Central Bergam. C'est un restaurant, une chaîne de restaurants qui a été fondée à Montréal, qui commence à grandir un peu en Amérique du Nord, commençant par Ottawa, bientôt Toronto, bientôt dans les autres villes du Canada. Et après ça, ils vont grandir un peu plus aux États-Unis. Alors, moi, je suis un des premiers franchiseurs qui a acquis une des franchises Central Bergam. C'est un restaurant qui est halal et ça aide le monde qui ne mange pas du non halal à manger là-bas. Et ça aide tout le monde qui veut manger au restaurant. C'est vraiment bon. Et tu n'as pas encore d'entreprise, mais tu aimerais bien en avoir un jour. Oui. Parle-nous un peu de tes idées. Donc, mon idée serait en fait d'ouvrir ma propre clinique
en partenariat avec d'autres thérapeutes en médecine empirique, comme des chiropracteurs ou des acupuncteurs ou même des phytothérapeutes. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à faire tout ça? Donc, qu'est-ce qui m'a inspiré à faire tout ça? C'est mon expérience personnelle. Donc, 3 semaines après ma naissance, je suis née avec... j'ai eu de l'eczéma. Et j'ai eu de l'eczéma presque toute ma vie. Ça couvrait 80% de mon corps. Donc, j'étais vraiment... ma qualité de vie était vraiment très basse. Je n'étais pas spécialement une personne heureuse. Et donc, j'ai vraiment essayé de chercher une solution pour moi. J'ai commencé par entreprendre des études à l'Université libre de Bruxelles en médecine, en me rendant bien compte au niveau du code de déontologie que ça ne marchait pas avec mes morales, ça ne marchait pas avec mes croyances, ni même ma philosophie de vie, parce que nous, en tant que naturopathes, on met tous les outils pour l'être humain, parce qu'on croit que le corps peut faire de l'auto-guérison. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment donner tout ce dont le corps a besoin pour se guérir lui-même. Et c'était déjà une chose qui changeait bien de la médecine conventionnelle. Donc j'ai entrepris ces études. J'ai fini par me guérir moi-même. Félicitations. Donc oui, donc ça m'a donné vraiment beaucoup de baume au cœur et de la motivation et l'affirmation que ce que je faisais, c'était vraiment ça le but de ma vie. Donc c'est ça que je veux, c'est ça l'empreinte que je veux laisser au monde, c'est vraiment de pas seulement soigner les gens, mais vraiment faire de la prévention, les apprendre à comment regagner une santé idéale et la maintenir. Donc c'est ça qui m'a motivée. Es-tu actif à l'international? Non, pas encore. Pas encore. Oui, on est très actif à l'international parce que le but, au fait, c'était de pouvoir rallier toutes les communautés. Donc, on a vraiment beaucoup de clients en Afrique, que ce soit au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal aussi, en France, aux États-Unis, au Canada. Pas encore, mais c'est ce que j'aimerais faire. Oui, on a un site internet. Bon, j'ai fait, avant que ça ne tourne, disons, au grand souk mondial, j'ai fait quelques ventes aux enchères sur eBay il y a quelques années, mais j'ai arrêté ça. Mais oui, et là j'ai quand même développé une certaine clientèle au niveau international, en Europe, aux États-Unis, et de plus en plus aussi je travaille un petit peu aussi avec les Asiatiques maintenant. Alors oui, on est actif à l'international, on donne des cours par vidéoconférence, donc des classes virtuelles. On a des demandes d'un peu à travers le monde et on peut rejoindre des gens partout dans le monde. L'international, malheureusement pas encore, mais bientôt, on espère, en immobilier. Penses-tu que le système éducatif du Canada permet d'insuffler l'esprit d'entreprendre chez les adolescents? Oui, je pourrais dire ainsi. J'ai pas fait mes études collégiales ici au Canada, mais j'entreprends mes études universitaires. Et dans mon programme, en fait, on nous a poussé à déjà commencer à créer notre propre site web et aussi organiser notre propre conférence sur un sujet médical bien précis. Mais ça nous a déjà donné un goût à qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat et toute la motivation qu'il y a derrière, parce que c'est vraiment génial. L'esprit éducatif, je ne penserais pas, non. Ils sont plus axés à motiver les jeunes à trouver un emploi pour qu'ils travaillent leurs 40 heures semaine, 9 à 5. Et c'est un peu le plan de tous les systèmes éducatifs, on pourrait dire, au monde. Ils ne peuvent pas vraiment motiver le monde à être entrepreneur parce qu'après ça, personne va être en train de combler les postes des compagnies, des choses comme ça. Alors c'est un système qui est mondial, c'est pas juste au Canada, c'est pas juste au Québec, c'est partout dans le monde. Non. Non, pourquoi? Parce que le Canada est un bon pays d'accueil. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais l'entrepreneuriat, je veux dire, on développe ça, on enseigne l'entrepreneuriat à l'université, au HEC. Donc, c'est soit tu es déjà entrepreneur et tu vas te peaufiner, ou soit tu ne l'es pas du tout. Et c'est dur de démarrer comme un entrepreneur quand on est adulte. Par exemple, moi,
justement, j'ai fait le HEC. Et le pourcentage d'étudiants qui font leur entreprise après avoir fini leurs études, c'est 1%. Parce que tu arrives à un âge où on t'expose au risque, où tu n'es plus très à l'aise avec ça. Par contre, si on donnerait des cours d'entrepreneuriat aux adolescents, aux gens qui ont 12-13 ans qui commencent, ça serait différent. Oui, je pense que l'esprit éducatif ici au Canada est vraiment orienté sur l'entrepreneuriat et l'autonomie. Quand je regarde au niveau universitaire, les cours sont divisés en modules, ce qui permet aux étudiants de pouvoir travailler et aller à l'université en même temps. Souvent, on arrive à la fin de son cursus académique avec déjà une expérience professionnelle. Donc, on finit l'université, on a déjà 2 ou 3 ans d'expérience. Et c'est très, très différent au système. Bon, je ne sais pas si ça a changé, mais au système, disons, européen, où les cours sont très condensés. Et puis, on termine et puis on va prendre le travail. Mais ici, je crois que cette flexibilité-là est un plus. Ça donne aux jeunes l'esprit d'abord d'entreprendre, surtout de bien organiser son temps. Les jeunes, ils savent que j'ai tel jour, tel cours, le soir, je dois aller travailler, les week-ends, etc. Ça donne vraiment un sens d'organiser. Et pour un entrepreneur, le plus important, c'est de pouvoir mieux gérer ses ressources. Et la ressource la plus importante, c'est le temps. Quand on apprend déjà très jeune à mieux gérer son temps, je pense que il est beaucoup plus facile, en tout cas moins difficile d'entreprendre. Oui et non. Oui, parce que oui, il y a un peu plus de subventions, un peu plus je pourrais dire, d'associations qui mettent un peu plus d'efforts dans l'entrepreneuriat et tout ça. Mais en même temps, j'ai l'impression aussi qu'il y a ce côté où est-ce que tout est un peu tout donné. Tout est un peu donné aux jeunes maintenant, où est-ce qu'il y a un petit peu moins ce côté de faire un effort extra pour l'entrepreneuriat. Mais oui, il y a des ressources, il y a des très bonnes ressources ici. Okay. Quand moi je suis arrivé, je suis parti à l'université. Et à HEC Montréal, parce que ça a été ma dernière expérience universitaire, ils poussent vraiment les gens à aller vers l'entrepreneuriat. Mais je pense pas que c'est ça qui fait la beauté du Québec et du Canada. Ce qui fait la beauté du Québec et du Canada, c'est vraiment... On est dans une société nord-américaine. Et ici, comparé à nous, nos sociétés, que ce soit occidentales ou en Afrique, c'est tu peux le faire. Ils te donnent tout de suite la possibilité de croire en tes rêves et les outils nécessaires pour que tu puisses les réaliser. C'est une très bonne question. En fait, ayant été à l'école ici, je suis allée à l'école primaire, secondaire, et ce n'est pas vraiment quelque chose qui est encouragé. En fait, selon ce que moi j'ai remarqué, en fait, c'est vraiment le parcours normal où on va à l'école, on choisit son métier, ensuite on s'oriente au cégep et ensuite à l'université. Ceux qui veulent faire une carrière professionnelle, par exemple aller en esthétisme ou en mécanique, etc., ils peuvent faire un autre parcours. Ça, on appelle ça les diplômes d'études professionnelles. Mais l'entrepreneuriat, en fait, dans mon temps, quand j'étais au secondaire et même au cégep, ce n'était pas quelque chose qui était offert comme option lorsqu'on quitte le cégep ou lorsqu'on quitte le secondaire, qu'on se dirige pour devenir entrepreneur. Ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai remarqué pour ma part qui était encouragé. C'est vraiment un parcours que si la personne décide plus tard dans sa vie de se lancer dans cette direction-là, de prendre cette direction-là, là, les recherches peuvent commencer pour voir quelles options sont offertes pour devenir entrepreneur. Mais dans le système éducatif en tant que tel, c'est vraiment un parcours traditionnel pour être orienté vers un métier plus tard. Connais-tu des secteurs qui pourraient avoir du succès? Je pense que tous les secteurs peuvent avoir du succès. Certains plus que d'autres, mais je pense que ça dépend beaucoup plus de l'entrepreneur, de l'idée que vous avez, puis de ce que vous allez mettre en place. Je connais quelqu'un personnellement qui, au début de son expérience entrepreneuriale, on lui avait dit que c'est un secteur saturé, tu ne vas pas réussir. 6 ans après, il concurrence les numéros 1 de son secteur. Donc, je ne pense pas forcément que c'est une histoire de secteur, mais plus une histoire d'entrepreneur. Ben, comme le Canada, c'est un pays minier. Et je pense que le secteur de mine, c'est un secteur, bon, quand on regarde un petit peu
les sites qui font des offres d'emploi. Dans ces secteurs-là, on voit qu'il y a quand même... c'est un secteur qui est porteur parce que le Canada, c'est un pays où il y a beaucoup de mines. Je pense que le secteur minier est très important. Et puis le service aussi, le secteur de service aussi. Je dirais banque, assurance, gestion de portefeuille, ça c'est le domaine financier, mais je dirais aussi dans les domaines de tout ce qui est nouvelles technologies, jeux vidéo, tout ce qui est images numériques, etc. Je pense que c'est souvent des secteurs qui sont porteurs. Je pense que c'est vraiment, en fait, si la personne a l'esprit entrepreneur, c'est vraiment la personne qui va regarder pour voir quels sont les secteurs, en fait, tout dépendant de ta passion aussi. Parce que moi, lorsque je me suis lancée à faire des poupées, j'ai remarqué le manque qui existait et j'ai décidé de combler ce manque parce que c'est quelque chose qui me touchait personnellement directement. Mais je sais aussi que le système de tout ce qui est la haute technologie, ça c'est quelque chose c'est un gros boom, tout ce qui est informatique aussi. Juste le monde dans lequel on vit maintenant, la société, c'est vraiment tout ce qui est axé sur Internet. Ça, c'est quelque chose qui, n'importe qui se lance dans ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avenir dans ce secteur-là. Ah, ça, c'est sûr que quand on parle de coding, des apps, ça, c'est ce qui est en train de monter en flèche. Tout ce qu'il y a aussi au service pour les aînés, ça, c'est vraiment des services qui vont vraiment monter en flèche également ici. Vu que là, on a une population qui est quand même assez vieillissante. Donc, tout ce qui est service aux aînés, tout ce qui est les activités aux aînés, ça, c'est quelque chose qui est totalement en flèche aussi. En Afrique ou au Canada? Ici au Canada. Ici au Canada, je crois que l'informatique, c'est parti. Je crois qu'il y a beaucoup, l'informatique, c'est immense. Il y a beaucoup qui a été fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Et si ce sera en Afrique, je crois que c'est l'agriculture. Ben, ici au Canada, je trouve qu'il y a un secteur qui est malade. C'est le secteur de la santé, justement. On a bien remarqué que au niveau, par exemple, juste à l'hôpital, quand une personne caucasienne vient versus une personne de couleur, c'est pas les mêmes traitements. Je vais donner un cas spécifique. 2 personnes sont venues avec des problèmes cardiaques lourds, dont une personne caucasienne. La première question qu'on pose, c'est quel travail la personne fait. Déjà, pour moi, il y a un problème. Si une personne vient et qu'elle est malade, on ne demande pas qu'est-ce que la personne fait dans la vie. C'est pas ça la question. Mais la personne caucasienne sera traitée avec un médicament qui prendra effet dans 15 minutes. Et 15 minutes après, la personne sera bien. Une autre personne de couleur qui n'a pas les mêmes moyens, on lui donne un autre médicament. Ce médicament-là prend des heures à faire effet. Non seulement ça, mais entre-temps, la personne, sa condition se détériore et le médicament détériore aussi la situation. Donc, déjà, là, il y a un souci. Et on a remarqué qu'au niveau de la communauté noire, le sujet de la santé mentale est un sujet tabou, qu'on ne veut pas parler et qu'on ne veut même pas regarder. Ce qui fait que on a beaucoup de cas de personnes qui se retrouvent avec des dépressions, des anxiétés chroniques, de la schizophrénie, des personnes bipolaires. Et c'est des gens qui sont réellement en souffrance. D'accord ? Et dans les structures qui sont ici en place au Canada, ces personnes-là sont exclues. On ne veut pas les voir parce que ça prend trop au gouvernement pour prendre soin, ça prend trop administratif, plus personne n'a de la patience. Donc pour moi, je vois une urgence dans ce secteur-là qui a besoin en fait qu'on en prenne soin, donc le secteur de la santé. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur? C'est, premièrement, ma mère, elle est entrepreneur elle-même, donc c'est toujours la personne qui a répété qu'elle ne pouvait pas avoir de patron. Donc moi, j'ai toujours vécu avec ça, je l'ai toujours entendu dire ça. Et puis aussi parce que je ne voulais pas non plus passer le restant de ma vie dans un 9 à 5 pour ensuite jouir de ma vie à la retraite. Je voulais travailler je voulais faire quelque chose qui contribuerait directement à la société.
Et je voulais, c'est ça, c'était vraiment dans le but, je voulais apporter ma propre contribution et ça, je trouvais que c'était un peu difficile dans un 9 à 5, dans le cadre d'un 9 à 5, assise derrière un bureau à taper. C'était un petit peu difficile pour moi de m'envisionner à apporter cette contribution-là. Donc, et c'est vraiment par désir d'être indépendante aussi, de travailler sur quelque chose que j'aime et de disposer de mon temps comme je le voulais. Donc, c'est du travail, mais les bénéfices sont majeurs. Ce qui m'a poussé à devenir entrepreneur, je pense que c'est l'amour de la liberté et de pouvoir donner vie à un projet. C'est-à-dire d'avoir une idée dans sa tête, puis de la voir se concrétiser. Je pense que c'est vraiment ça qui me pousse à me réveiller tous les matins et à faire ça, depuis que je suis tout petit. Je déteste la routine. Je déteste la routine. Peut-être j'ai un peu de difficulté avec l'autorité également. Je ne le cacherai pas. Mais c'est vraiment parce que j'ai vraiment besoin de créer. J'ai besoin de créer. J'ai ce besoin-là de tout le temps voir aussi des résultats concrets. Comparé à ce que lorsque tu travailles du 9 à 5, des fois, le résultat concret n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc, moi, c'est vraiment le fait de pouvoir créer, de voir, de partir de rien, de créer quelque chose, de le voir arriver, de donner naissance, en fait, à des projets. Je dirais des antécédents familiaux, mais aussi l'inspiration de quelques entrepreneurs dans mon entourage personnel que j'admire beaucoup, leur courage, leur persévérance, leur vision, leur façon donc de faire les choses. Mais la première inspiration est venue donc de ma mère, qui était entrepreneur, mais aussi de ma deuxième maman, qui est ma grande sœur, qui m'a aussi élevé, qui vit en Belgique depuis plusieurs années, voilà, et elle a toujours collectionné l'art africain, elle en a fait aussi le commerce. Et comme j'ai grandi un petit peu dans ses jupons, donc je suis tout simplement sa trace et voilà, quoi. C'est une anecdote justement, c'est quand j'avais 12 ans. C'est là que j'ai décidé d'être entrepreneur parce que quand j'avais 12 ans, j'ai pour la première fois acheté quelque chose avec mon argent. J'ai acheté 2 paires de souliers. C'était $125 la paire, donc $250. Et quand j'ai acheté ça, j'ai eu un sentiment d'indépendance, j'ai eu un sentiment de l'amour du travail. Et depuis ce temps-là, le sentiment est jamais parti. Depuis ce temps-là, je suis très indépendant, je suis très sur le travail que moi-même je peux créer et que je peux créer pour les autres. Qu'est-ce qui m'a poussé? Premièrement, la première chose qui m'a poussé à être entrepreneur, c'est ma mère. À cause que dès un jeune âge, on était pas trop fortunés, on vivait pas trop bien. Alors ma mère elle s'est lancée à avoir une garderie familiale, dans le milieu familial. Et toute ma vie, moi, je savais pas ce que je voulais faire comme travail dans le futur. Mais ma mère voulait toujours le mieux pour moi et ma soeur. Elle voulait toujours qu'on ait plus que qu'est-ce qu'elle nous a donné. Alors moi, je me suis dit, si je dois avoir plus que qu'est-ce que ma mère a aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle m'a offert, il faudrait que je fasse plus qu'elle, comme qu'est-ce qu'elle fait comme travail. Alors elle a une compagnie, une garderie, c'est bien, elle travaille pour elle-même. Qu'est-ce que moi je pourrais faire pour être plus qu'elle, c'est avoir des compagnies puis éventuellement pas travailler dans mes trentaines et quarantaines. Et ça serait quelque chose que je suis sûr qu'elle serait fière de moi pour faire. Quelles sont les aides de l'État au niveau financier dont tu as bénéficié? J'ai bénéficié d'aucun aide d'État ou bénéficié de rien comme ça. C'était plus avec des investisseurs, notre réputation. On était jeunes quand même, mais on était motivés. Alors c'est plus, on a vendu notre salade aux personnes pour qu'ils puissent investir en nous. Alors c'était pas avec l'État ou rien comme ça. Non, j'ai pas bénéficié d'aide. Je peux dire aussi que j'ai pas vraiment cherché d'aide au départ. Je l'ai fait avec mes moyens. Peut-être ça a changé dans l'avenir, mais pour l'instant, non. Moi, je n'ai pas bénéficié d'aide gouvernementale parce que pour l'instant, je n'ai tout simplement pas demandé. Peut-être ça viendra plus tard, mais nous, on l'a fait aussi. On n'a pas demandé l'aide du gouvernement pour tout simplement
garder une certaine indépendance au niveau de notre politique éditoriale. C'est-à-dire, on est un centre culturel, on veut avoir vraiment cette liberté, disons, de ce qu'on présente ici, des artistes que nous acceptons ici, ou bien avec, bon, c'est ça, c'est plus au niveau de la politique éditoriale, on n'a pas demandé d'aide. Mais quand même, je peux dire qu'on peut bénéficier, disons, de l'aide gouvernementale de façon indirecte, parce qu'il y a des artistes qui peuvent venir ici en résidence, donc ils reçoivent une aide au niveau gouvernement pour faire une résidence d'artistes, par exemple, dans une galerie d'art, ou bien on a une petite scène pour faire leur musique pendant un certain temps. Alors eux, ils nous payent parce qu'ils ont reçu l'aide du gouvernement. Donc je peux dire qu'on reçoit quand même, je peux dire qu'on reçoit l'aide, disons, de façon indirecte. Mais on n'en a pas demandé par choix. Voilà. Moi, j'ai bénéficié d'une bonne formation au SAGE, en fait. C'est une formation en lancement d'entreprise qui est financée par Québec, en fait, par la province de Québec. Donc, il faut avoir certaines, je pourrais dire, capacités à pouvoir suivre la formation. Mais c'est une formation qui m'a beaucoup aidée en lancement d'entreprise. On n'a pas forcément bénéficié d'aide financière, mais la plus grosse aide dont on a bénéficié, qui je trouve n'a pas forcément de prix, c'est l'apport, le support et les formations auxquelles on a accès en étant ici. C'est-à-dire que chaque week-end, quasiment, il y a une conférence sur l'entrepreneuriat qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de connaissances sur ce que vous faites, qui vous permettent ensuite d'aller rebondir beaucoup plus haut. Non, je n'ai pas bénéficié de ce genre d'aide, mais je sais qu'au niveau du gouvernement, des prêts qu'ils octroient, si tu es une femme racisée, ça te met dans différentes catégories, ça te place dans différents programmes où tu peux être admissible pour certains prêts. Donc, je n'y ai pas encore eu accès. En fait, je n'y ai pas encore bénéficié de ces aides-là, mais je sais que selon ton ethnicité, ton sexe, ça te met dans des catégories qui peuvent te donner des chances d'avoir accès à certains programmes, à certaines bourses. As-tu bénéficié d'aide politique en tant que jeune? Aide politique, pas forcément. Vraiment, je suis un peu apolitique, mais j'ai vraiment pas forcément bénéficié d'aide politique. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, j'ai jamais pensé comme ça, personnellement. C'est pas quelque chose que moi-même, je me mets sur la tête, là. Comme je pourrais dire, la couronne de la minorité visée, c'est pas quelque chose que je me mets moi-même. Donc, c'est peut-être parce que moi, j'ai pas pensé comme ça, donc je l'ai pas nécessairement cherché, mais je suis sûre qu'il y en existe. Est-ce que tu comptes bénéficier d'aide politique dans le futur? Oui, j'aimerais éventuellement bénéficier d'aide dans le futur, oui. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Mais comme toute entreprise dans le secteur de la culture, c'est les difficultés d'ordre financier parce qu'il n'y a pas beaucoup de bailleurs de fonds qui octroient du financement aux entreprises dans le secteur culturel. Et parce que les bénéfices ne sont pas toujours tangibles quand on regarde le colonne des dépenses versus les revenus. Et c'est souvent ça que les financiers regardent parce qu'il y a d'autres bénéfices qu'on pourrait dire au niveau de l'harmonie sociale. Ici, surtout quand ce sont les arts de la scène qu'on présente, on trouve des gens vraiment de toutes les origines. Et puis, à l'époque où les gens sont en train de se battre au niveau à cause de la religion, de la culture, de l'ethnie, etc. Mais vous arrivez ici, vous allez voir vraiment des gens de partout et c'est pour le bonheur de tous, quoi. Donc les bénéfices ne sont pas nécessairement financiers. Les bénéfices sont aussi, je dirais, sociaux et puis voilà, quoi. Donc les difficultés, c'est surtout au niveau du financement. Les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on est entrepreneur, c'est beaucoup plus au niveau du financement.
Alors parce qu'on sait qu'il y a le plan d'affaires qui doit être fait au niveau du site Internet aussi. Si on veut un beau site Internet professionnel, si on ne s'y connaît pas, il faut prendre les services d'une personne et ça peut quand même revenir à coûter cher. Au niveau du logo aussi. Alors c'est vraiment plus au niveau du financement qui va dans la personne qui en est à ses débuts, de vraiment monter son entreprise. Donc ce serait plus ça. La première difficulté, je pense, pour un entrepreneur, c'est croire au fait que ce que vous avez dans la tête, c'est possible, c'est réalisable. C'est vraiment bien s'entourer. Avoir les outils qu'il faut pour mettre en place l'idée que vous avez dans votre tête, puis vraiment c'est y croire. Tant que vous croyez à votre projet, vous allez réussir. Question de temps, le temps de faire les choses, d'avoir assez de temps. C'est sûr aussi au niveau des subventions. Des fois, certaines subventions vont te demander énormément de trucs, énormément d'informations, de documents. Donc, c'est un petit peu difficile des fois de tout recueillir ça en même temps que de rouler sa bosse, rouler son entreprise. Donc, ça serait peut-être ces difficultés-là aussi. Et peut-être aussi juste essayer de retrouver les gens, peut-être un peu retrouver sa niche, que je pourrais dire, la niche des gens qui font à peu près les mêmes choses que toi. Le réseautage, des fois, était un petit peu plus difficile au début aussi. Mais c'est ça, c'est beaucoup au niveau, bon, c'est sûr, matériel, le temps, de pouvoir aussi rencontrer ses clients, de chercher, de trouver ses clients également aussi. Ok. Mais quand on est entrepreneur, je veux dire, tout est difficile, tout est une difficulté au niveau juste du recrutement, par exemple. Recruter des Africains qui parlent la langue, qui peuvent donner des cours, c'est extrêmement difficile. Les langues africaines, c'est un besoin latent. Donc, c'est pas vraiment un besoin qui est exprimé. Donc, au-delà de créer l'entreprise, il fallait créer un marché, carrément. Donc, ça, c'était très difficile. Et oui, il y a toujours le problème de liquidité qui revient souvent. Parce qu'en entrepreneur, il faut que l'argent sorte pour payer X, Y. Et donc, il faut une mise de fonds. Et des fois, c'est assez difficile. Alors, les difficultés que j'ai eues. On a pu constater, en fait, que les organisations, justement, qui sont mises en place pour la communauté noire ne sont pas... les propriétaires ne sont pas noirs, les propriétaires sont blancs. Bon, ça pourrait ne pas être un problème, mais ça l'est parce qu'ils ne prennent pas soin ils ne prennent pas soin de la communauté noire comme ils le devraient. Ils donnent, par exemple, des petites solutions, des petits médicaments, mais qui éventuellement ne font rien, en fait. Ou alors des petites suggestions qui font que ces mêmes personnes-là n'arrêtent pas de revenir sans arrêt parce que le problème n'est pas résolu. Donc, il y a aussi une certaine forme de sabotage. C'est dur de le dire ainsi, mais c'est vraiment la réalité. C'est du sabotage et il n'y a pas vraiment, même dans ces organisations-là qui disent qu'ils sont pour la communauté noire, ne sont pas pour la communauté noire, mais sont plutôt un moyen d'être moins taxés en fait. Donc dans une de ces organisations, ils ont mis à la porte toutes les personnes qui s'occupaient des cas lourds, de personnes qui étaient incarcérées avec des problèmes, des problèmes mentaux. Et donc ils les ont mis à la porte, ils les ont remplacés avec d'autres personnes. Et ces autres personnes, ils leur ont dit spécifiquement de juste donner le protocole de base. Donc le protocole de base qui ne les aide bien évidemment pas. Mais c'est juste pour continuer à faire tourner le business, pour qu'il y ait une illusion il y a quelque chose qui est fait, mais réellement, il n'y a rien qui est fait. Les difficultés, c'est avec ça en même temps, c'était notre jeunesse. On était jeunes. Le monde ne nous prenait pas trop au sérieux parce qu'une personne de 24 ans qui te part d'une maison ou peu importe pour acquérir une propriété, puis tu vois du monde de 40 ans, 50 ans qui te regarde comme si tu étais un enfant. Mais avec le temps, on a eu leur confiance et ça a bien été. C'est quand même présent. As-tu rencontré du racisme dans ton parcours de vie?
Euh, fou- En général, pas vraiment, pas vraiment. Si j'en ai rencontré, peut-être que c'était tellement subtil que ce n'était pas trop flagrant. Par exemple, si on va passer une entrevue et par exemple, un exemple concret, je passe une entrevue dernièrement, je rencontre deux femmes, une française, une québécoise, et en fait l'entrevue s'est super bien passée. Alors j'appelle pour faire un suivi et finalement j'apprends que je n'ai pas obtenu le poste, mais celle qui m'a répondu, c'est une des femmes qui m'avait fait passer l'entrevue et elle me dit: oh, Fanny, on t'a tellement aimé, t'étais superbe, etc. Comme elle, c'était vraiment, elle en mettait. Et puis, oh, comme je ne doute pas que tu vas avoir du succès, t'es tellement une bonne personne, t'es tellement ambitieuse, etc. Mais on t'a pas prise. Alors, elle dit: alors tu vas sans doute te demander pourquoi je te dis tout ça et malgré tout, je ne t'ai pas choisi. Mais c'est parce que c'était l'autre personne, elle avait un je ne sais quoi. Donc, ils n'étaient pas vraiment en mesure de répondre. Donc, si vous m'avez trouvé aussi génial, pourquoi je n'ai pas eu le poste? Mais aussi, j'ai voulu demander quel était le nom de la personne qui avait été choisie parce que je me doutais que c'était probablement une personne de race blanche, mais je n'ai pas demandé, mais dans ma tête, c'était assez évident. Donc, mais c'est plus à des niveaux subtils de cette façon-là, mais c'est quelque chose que j'ai quand même, que j'ai évité, que j'ai pu éviter tout au long de mon parcours, comparé à certaines histoires qu'on entend qui sont beaucoup plus flagrantes. Le racisme. L'un des coachs de vie que je suis dit une chose que je pense qui est vraie, c'est il va y avoir le racisme jusqu'à ce qu'on va mourir. Donc si on utilise ça pour nous freiner à avancer et qu'on sait qu'on est dans une communauté où on n'est pas forcément là où on habite et qu'on se dit ok ils vont être racistes etc, on va jamais avancer. Moi je pense que la solution par rapport à ça c'est vraiment d'être plus fort. À un certain moment, s'il y a vous et puis une personne d'une autre minorité ou bien d'une autre catégorie visuelle, que ce soit un blanc ou whatever, que vous êtes dans le même secteur et que vous êtes plus fort que lui, le racisme n'existe plus. Ils vont vous prendre à votre juste valeur. Qu'est-ce que c'est le racisme? Oui, c'est sûr et certain, c'est sûr. Des fois, c'est pas aussi clair, c'est pas aussi clair qu'on l'aimerait. Des fois, c'est plus sournois. Mais ça m'a jamais empêché. Ça m'a jamais empêché. Le racisme, je crois aussi, c'est qu'une question de peur. Question de peur, question de peur de l'inconnu, question aussi peut-être un peu, bon, on va dire de jalousie ou quoi que ce soit. Mais encore ça, bon, c'est pas quelque chose sur lequel je suis restée. Mais oui, j'en ai vécu. Oui, j'ai rencontré du racisme sous toute forme. Et certaines situations de racisme, en fait, c'était tellement perfide que j'ai pas tout de suite réalisé en fait ce qui se passait. Par exemple, je me rappelle une fois, j'avais été dans une bijouterie justement près de Berry-UQAM et je cherchais pour un bracelet. J'avais déjà bien remarqué que le fait que je rentre dans la bijouterie, personne ne s'est retourné, personne ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Tout le monde est resté là sur place, ce qui était vraiment très étonnant parce que à chaque fois que je rentre dans une bijouterie ici au Canada, il y a des caméras, il y a des gens qui viennent me demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi, et là il y avait personne qui avait rien fait. Et quand j'ai trouvé en fait le bracelet que je cherchais, j'ai fait un signe de la main au vendeur. Et le vendeur en fait, à travers le magasin, a commencé à hausser la voix, à me dire que j'étais pas son chien, qu'il fallait pas me faire des signes. Bon, bien évidemment, je pouvais comprendre sa situation parce que je lui ai fait un signe de la main, il l'a mal pris. Je peux comprendre qu'il l'ait mal pris. Du coup, j'ai été chez la personne, je me suis excusée et je lui ai bien expliqué que c'était pas ça mon intention, mais la personne a vraiment continué. Et le ton a monté encore plus haut. Du coup, là, j'ai commencé à me sentir agressée. J'ai essayé de jouer le jeu et puis d'essayer de calmer la situation. Mais il y a un moment où j'ai dit à la personne: regardez, je suis un client, je viens avec de l'argent, je vais le dépenser dans votre entreprise, donnez-moi juste quand même un peu de respect. Et la personne m'a rétorqué en fait mot pour mot: j'en ai rien à foutre de ton argent. Donc là j'ai juste continué ce que j'étais venue faire dans la bijouterie, puis je suis repartie calmement parce que qu'est-ce qu'on peut faire? De façon directe, je dirais non.
De façon directe, non. Mais dans mon entourage, les gens que je connais, oui, il y en a, que ce soit au niveau du travail, au niveau du logement, au niveau de... Bon, oui, c'est ça, je ne peux pas dire que le racisme n'existe pas, mais moi, de façon explicite, je n'ai pas vraiment souffert de ce qu'on peut appeler racisme. Non, pas dans mon parcours d'entrepreneur. Genre, peut-être un peu plus jeune, dans mon parcours de jeune noir qui grandit dans un pays où on est qualifié de minorité visible. On a eu du mal à partir avec des policiers, avec des choses comme ça. Mais dans mon parcours d'entrepreneur, non. Du racisme au professionnel ou juste... Au professionnel. Ben, Les deux, en fait. on pourrait dire, il y a toujours du racisme, peu importe où est-ce au professionnel, dans la rue, au travail, peu importe. Oui, c'est normal. On est au Québec, c'est plus du monde blanc. C'est un peu dur de dire à une personne qui a des générations d'avant nous qui sont ici, comment arranger leur crédit avec une personne immigrante qui dit hey, tu devrais faire ça, tu devrais payer moins avec ton véhicule, tu devrais peut-être essayer d'acheter une maison plus petite pour qualifier et tout, mais ils te regardent comme qu'est-ce que toi tu sais, mais en même temps, si tu viens nous voir, c'est parce que tu as besoin de nous en même temps, tu comprends? Mais à l'extérieur, c'est souvent des trucs, tu sais, la police qui nous arrête plus qu'il faut. C'est des choses qui se passent. On peut rien faire, mais il faut juste savoir bien comment communiquer avec les personnes et les informer aussi, parce qu'il y a du monde qui sont mal informés. Ils pensent qu'ils savent tout sur nous, mais à la base, on était des rois avant eux, là, avant qu'ils savent c'était quoi, n'importe quoi dans ce monde-là. On a tout découvert, on a découvert plusieurs choses, et ça a toujours été sous la bannière de blanc, parce que on était des esclaves en dessous d'eux. En tout cas, c'est ma petite parenthèse. En ce qui concerne la discrimination à l'embauche, as-tu confiance en l'État québécois? L'État québécois, non. L'État québécois, on peut le voir facilement avec les postes. On voit les pompiers, c'est juste des Québécois. On voit les policiers, c'est 95% c'est des Québécois. J'ai mon partenaire immobilier, c'est un Grec, et lui, il a fait sa formation pour être pompier. Toutes les personnes qui deviennent des pompiers éventuellement, c'est toutes des deuxième génération. Mon père était pompier et tout, c'est tous des Québécois. Lui avait passé son test physique. Quand c'était l'interview, ils l'ont vu, il n'était pas québécois, ils l'ont pas pris. Et ça, je trouve vraiment que c'est juste au Québec, seulement au Québec. Si tu vas à Toronto, en Ontario, à Vancouver, tu vois des ministres avec des turbans, tu vois des policiers de toutes les races. Tu vois la diversification un peu là-bas. Ici, c'est que des Québécois, puis ça, c'est dans les postes qui se posaient être un peu diversifiés, mais on le voit pas au Québec. Je sais qu'il y a des dispositions qui sont mises en place pour justement éviter que les personnes racisées ou bien les personnes d'origine ethnique, d'origine autre que caucasienne puissent subir ce genre de discrimination-là. Je sais qu'à l'embauche, par exemple, moi j'ai déjà travaillé au niveau des ressources humaines aussi. Et je sais qu'il y a un quota. Malheureusement, il faut que ce soit mis en place parce que c'est prouvé que lorsqu'on est une personne autre que blanche, on a des difficultés à être embauché. Donc, il y a des quotas qui existent pour faire en sorte qu'il y a un certain pourcentage de personnes autres que blanches qui doivent être embauchées. Donc, je crois que le gouvernement prend quand même des dispositions, mais encore une fois, il y a un grand travail qui reste à faire à ce niveau-là. Alors, si on parle de l'État canadien, c'est le même État en fait qui est venu dans un pays qui n'était pas le sien et qui a mis les autochtones en fait dans des réserves où ils sont maltraités, mal nourris, malades. Je veux dire, si c'est ce même État-là qui est venu et qui a fait ça, je peux pas dire que j'ai confiance en l'État au niveau de la discrimination quand on en vient à l'emploi. Je pense que le nouvel État qui est mis en place avec le président Justin Trudeau, le Premier ministre, je m'excuse, a montré qu'il veut vraiment
donner de la place à la diversité. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont issus des minorités visibles, qui font partie du gouvernement actuel. Et au niveau des structures d'embauche, je connais beaucoup de gens qui travaillent. Moi, j'ai jamais eu à travailler. Heureusement, malheureusement, je sais pas quoi dire. Mais je sais que ils n'ont pas de problème. Ça devient beaucoup plus simple pour embaucher quelqu'un qui n'est pas blanc, forcément, tant que vous avez les compétences requises. D'accord. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Parce que je suis une grande optimiste, je veux dire oui. Je veux vraiment dire oui, parce que je crois vraiment que il y a des efforts qui se font. Est-ce qu'elles vont être appliquées? C'est peut-être là que je suis un petit peu moins chaude à l'idée, mais moi, je pense que oui, qu'il va y avoir des efforts qui vont être faits et qu'il y a des gens aussi qui poussent un peu plus la machine de plus en plus. C'est ce que je remarque, par exemple. Il y a des têtes fortes qui commencent à pousser la machine. Donc, je pense même que c'est une question que l'État n'aura même plus le choix. Oui, je ne suis pas un expert à la question, mais il y a quand même, oui, il y a quand même au Canada une grande ouverture. Je vois il y a des immigrants, des Noirs, des Asiatiques, dans des postes ici, que par exemple en Europe, on ne voit pas. Donc de ce côté-là, il y a une ouverture. Maintenant, jusqu'à où, on verra. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'Europe pour venir vous installer au Canada? Je dirais la lourdeur administrative. J'ai vécu en Belgique quasiment pendant 10 ans. Et puis, avant de venir ici, j'ai eu un contrat de travail à Moscou, en Russie. Et puis après, pour moi, il n'était pas question de retourner en Europe. Et donc, je suis venu ici au Canada et je suis content d'avoir fait ce choix-là. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en Belgique, particulièrement, que l'administration était vraiment, vraiment, vraiment lourde. Il y a encore des documents, juste à y penser aujourd'hui, là, ça me donne quasiment la chair de poule. Pour un oui ou pour un non, il fallait avoir une prise en charge. Pour un oui, pour un non, il fallait fournir. J'espère qu'ils ont fini par abolir ces documents-là. Le certificat de bonne vie et mœurs. Bon, on avait un bon comportement social, alors on pouvait soit ouvrir un commerce ou accéder à certaines faveurs administratives, etc. Bon, moi, j'ai trouvé ça. L'administration était vraiment, vraiment lourde, et surtout pour les non-belges, si je peux dire, pour les non-européens. L'administration était, pour moi, j'ai trouvé ça très, 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 très étouffant. Et quand je suis arrivé au Canada, j'ai vraiment pu constater cette différence. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé à quitter Bruxelles, la Belgique, pour venir t'installer ici à Montréal? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à quitter Bruxelles? C'est le manque d'opportunités. Le manque d'opportunités, et c'est très difficile déjà à la base au niveau de la législation pour être entrepreneur, pour être autonome. C'est déjà plein de bâtons dans les roues versus être employé. Et déjà là, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi, si on veut être autonome et prendre notre destinée en main, c'est déjà un problème dès le départ aussi gros. Donc ça m'a beaucoup découragée, et c'est ça qui m'a poussée en fait à aller voir dans le nouveau continent pour plus d'opportunités de carrière, et c'est ce que j'ai trouvé. Où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur ton entreprise? Oui, alors pour me retrouver, j'ai ma page Facebook Les Poupées d'Or. Alors sur cette page-là sont affichés la plupart des modèles que j'ai déjà faits, les événements auxquels je participe, les photos des personnes qui achètent les produits. Alors pour l'instant, c'est vraiment ma page Facebook Les Poupées d'Or, et aussi mon adresse email lespoupéesdor@gmail.com où je prends des commandes, je reçois des commandes. Alors voilà. Toute l'information se trouve sur ma page Facebook, ma page Instagram, le site internet qui est smartegy.ca, chokumao.co aussi, mais beaucoup plus sur ma page Facebook, là où j'essaie de rallier un peu tout ce qui se passe par rapport à nos entreprises.
Ah, moi j'ai une page Facebook. J'ai 2 pages Facebook en fait. J'en ai une qui s'appelle MJG Fit Factory. Là, vous allez trouver tout ce qui est au niveau de l'entraînement, motivation de tous les jours, comment juste garder une bonne humeur et une tête claire, le focus. Et également, j'ai ma page Taste le goût où est-ce qu'à toutes les semaines, on a des nouveaux menus pour des repas gourmets, santé, pour apprendre à bien manger. Et on fait également des services de traiteurs, on fait des événements et tout ça. Donc, c'est mes 2 pages, MJG Fit Factory et Taste le goût. Sur le site internet www.mouchagaloussa.com. On est actif aussi dans les médias sociaux, Facebook, Instagram. On a une chaîne YouTube aussi où on diffuse des vidéos des événements qu'il y a eu ici. Et on a eu toutes sortes d'événements. Il y a eu des lancements de livres, lancements de disques, des concerts, de contes. Bon, évidemment, c'est une galerie là, donc des expositions, des très belles expositions d'art contemporain, de la relève, qui apportent leur œuvre dialoguée avec les arts traditionnels de l'Afrique, qui est l'âme, disons, de cette galerie. Chaque mois de novembre, on reçoit l'Association de sculpteurs sur pierre du Québec. Et ça, c'est de l'art contemporain entièrement consacré à la sculpture sur pierre. C'est un rendez-vous annuel à chaque mois de novembre. Donc, c'est, je le répète encore, l'espace ici, le centre ici, l'âme est africaine, mais l'esprit est vraiment universel. Et puis, les gens qui nous fréquentent nous le rendent vraiment très, très, très bien. Donc, on est heureux, on est en train de tout faire pour pérenniser donc cette façon de faire. Et voilà. Vous pouvez trouver plus d'informations sur mes activités sur ma page Facebook. C'est kyriarose.naturopathe. eladjambo.com, sur notre site internet. Donc, si vous allez sur mon site internet, eladjambo.com, tout est là. Notre adresse, notre numéro de téléphone, nos courriels, et on est très accessible. Site web, j'ai le site web pour les 2 entreprises, centralbergam.com et solutionmobiliarbreneka.com aussi. Un grand merci de ta présence et bonne continuation dans tes entreprises.